Donc la toute première étape, c'est ce que j'appelle l'ancrage juridique et la délégation de ce cercle d'ancrage juridique au cercle général de l'entreprise. C'est facile à comprendre, comme on parle de pouvoir et d'exercice du pouvoir et non pas simplement de processus d'intelligence collective, il convient de partir de la définition du pouvoir et dans toute entreprise, au sens large. Entreprise pour moi, c'est pas forcément commercial, ça peut être une association, toute organisation au sens large, il y a toujours des statuts juridiques, il y a une carte d'identité explicite qui définit le pouvoir et l'exercice du pouvoir. C'est là que vous allez retrouver les mandataires sociaux, etc., etc. Et donc, comme on veut finalement avoir un système qui définit la nature et l'exercice du pouvoir, c'est évident qu'il faut partir des statuts juridiques parce que c'est défini nulle part ailleurs. Et les statuts juridiques sont la seule carte d'identité qui définissent de façon légale à la fois la nature et l'exercice du pouvoir. Donc, on part de là. L'objectif de cette première étape, c'est de rendre cohérents les statuts juridiques qui existent avec ce qu'on va encoder en holacratie. Et donc on utilise pour ça le plus grand cercle de l'holarchie qui s'appelle le cercle d'ancrage. Le cercle d'ancrage va détenir tous les pouvoirs, toutes les autorités qui sont détenues par les mandataires sociaux. Tout ce qui est défini, tout le pouvoir qui est défini dans les statuts juridiques va pouvoir être greffé, ancré dans le cercle d'ancrage. Et c'est parce que maintenant on va avoir un cercle d'ancrage qui recueille tous les pouvoirs qui sont définis dans les statuts juridiques, que du coup, l'holacratie va pouvoir fonctionner dans cette entreprise parce que nourrit des pouvoirs qui ont été ancrés dans le cercle d'ancrage. Donc, la première chose importante ici à noter, c'est de faire en sorte que l'encodage, la définition des rôles du cercle d'ancrage, le cercle plus grand, soit conforme à la réalité, c'est-à-dire soit conforme au statut juridique. De sorte que l'encodage du cercle général, qui est le premier sous-cercle du cercle d'ancrage, et de tous les sous-cercles opérationnels, soit bien ancré dans la réalité du pouvoir formel tel que défini et rendu disponible au monde à travers cette notion de statut juridique. La deuxième chose importante dans cette étape d'ancrage, ça va être de définir ce qui est délégué. Le cercle d'ancrage qui contient tous les pouvoirs qui ont été constitutifs d'ailleurs des statuts juridiques, le cercle d'ancrage va déléguer une partie de ses pouvoirs et autorités au cercle général. Le cercle général, c'est un grand sous-cercle, le premier sous-cercle du cercle d'ancrage, dans lequel on délègue toutes les opérations, toutes les activités opérationnelles, business, s'il y a des bâtiments, peut-être la maintenance des bâtiments, etc., etc. Donc toutes les activités opérationnelles, le business as usual, et aussi les relations entre l'entreprise, entre l'employeur et les employés. Donc tout ce qui est contrat de travail, et vous comprendrez que derrière les contrats de travail, il y a toutes les fonctions RH, parce que toutes les fonctions RH n'existent que parce qu'il y a des contrats de travail, où sont la façon de nourrir et de faire évoluer les contrats de travail. Donc ça va depuis le processus de recrutement, bien sûr, au licenciement, en passant par les augmentations, les feedbacks, les notes de frais, les congés, etc. Enfin, toutes les fonctions traditionnellement qu'on appelle les fonctions RH, qu'elles soient administratives ou non. Et aussi tout ce qui est des besoins sociaux. Vraiment, c'est vraiment important, d'ailleurs en termes d'éducation, d'éduquer les mandataires sociaux qu'on retrouve dans le cercle d'ancrage, qui sont aussi les ratifieurs, de les accompagner à mettre de la clarté sur ce qu'ils délèguent ou non au cercle général. En général, c'est ce que je viens de dire, c'est toutes les activités opérationnelles business et toutes les fonctions RH ou toutes les relations entre l'employeur et les employés. Et puis, parfois, il peut rester des choses au niveau du cercle d'ancrage. Je pense notamment à une entreprise dont la forme juridique est un directoire des conseils de surveillance. Donc, c'est le directoire qui a décidé, parce qu'il a le pouvoir, d'adopter le moteur holacratie. Pour autant, dans ce directoire, ils n'ont pas tout délégué au niveau opérationnel. Ils se sont gardés des choses comme par exemple des projets d'investissement à 20 ans, parce qu'ils sont dans le monde industriel, et donc il y a une usine à revoir, etc. Donc il y a une réflexion dans un contexte un peu particulier, et ils ne veulent pas que cette réflexion dans le contexte particulier à 20 ans vienne noyer les opérations, où là on est plutôt... Il faut comprendre que le cercle général, c'est quelque chose qui tourne à la semaine, donc c'est toutes les activités commerciales, production, R&D, etc. Plutôt un rythme de la semaine. On a des réunions de triage toutes les semaines. Alors évidemment, on ne va pas noyer ce sujet qui est une réflexion qui est dans un temps long, avec des processus particuliers, un travail peu régulier sur la réflexion sur une usine. Donc ça serait bizarre de mettre ce contexte-là. Donc en fait, ils choisissent les ratifieurs, les mandataires sociaux qui vont choisir ce qu'ils veulent garder au niveau du cercle d'ancrage. Mais je vous donne un peu le goût de ce qui reste pas. Donc il reste assez peu de choses. Et puis ce qui est délégué. Donc toutes les opérations business qui donnent un suivi à la semaine, finalement un rythme de la semaine, va naturellement être délégué au cercle général, dans lequel il va y avoir plein de rôles. Et les personnes qui sont ratifieurs sont souvent des personnes aussi qui ont des rôles dans le cercle général. Mais on distingue bien les choses. Et donc là, il y a un travail vraiment important à faire avec les mandataires sociaux pour qu'ils comprennent bien. Il y a deux espaces pour eux. Il y a l'espace du cercle d'ancrage sur des sujets à plus long terme, des stratégies à plus long terme ou des sujets d'usine, par exemple. On a même un client qui construit un bateau, investit dans un bateau
à voile, pour faire le transport de tout son approvisionnement depuis Madagascar. Donc c'est un projet novateur, etc., qui demande une logistique particulière. Ils ne vont pas vouloir noyer les opérations avec ça. Et qui comprennent bien la différence entre ce cercle d'ancrage et puis les opérations, dans lesquelles souvent, évidemment, ils vont avoir des rôles. Donc ça, c'est la deuxième chose importante. Il y a un enjeu pédagogique important de bien comprendre ce qui est délégué. Et là, on peut déléguer de façon explicite. Un conseil d'administration peut déléguer de façon explicite ce qui est détenu ou ce qui est porté par le cercle général. C'est vraiment important parce que dans beaucoup d'entreprises que j'ai pu rencontrer ou voir des associations, il y a un mélange souvent entre le conseil d'administration et les opérations, ce qui fait que beaucoup d'administrateurs se sentent autorisés en tant qu'administrateurs à venir faire de l'ingérence dans les opérations, ce qui est juste pas possible. C'est pas bon pour eux parce qu'ils sont pas forcément compétents sur tous les sujets et c'est pas bon pour évidemment l'entreprise. Même chose avec les élus dans les collectivités territoriales. Parce que je suis élu, je me sens autorisé à intervenir, mais bon, on voit bien les limites parce que l'élu n'est pas forcément compétent sur le sujet qu'il amène. Troisième chose, on va leur poser, les questionner sur qu'est-ce qui est attendu du management. Alors évidemment, c'est un peu nouveau parce que en général, le management n'est pas vraiment défini. Holacracy nous impose de définir, en tout cas la version 5.0, nous impose de définir quels sont les attendus managériaux. Concrètement, derrière la notion de leader de cercle, puisque le manager se transforme en leader de cercle, qu'est-ce qui est attendu du leader de cercle? Ça, c'est fait partie des troisième sujets à regarder. Quels sont les attendus explicites qui sont donc attendus Quels sont les attendus explicites attendus d'un leader de cercle? Dit autrement, quelles sont les propositions de valeur? Il crée quoi comme valeur, le manager, vu cet angle-là? Et qui se transformerait en redevabilité. Pas tout ce qu'il fait, mais quelles sont les propositions de valeur, plurielles, qui sont attendues d'un rôle de leader de cercle et de tout leader de cercle. C'est la posture générale dans l'ensemble de l'entreprise. Dès qu'il y a un cercle, il y a un leader de cercle. Qu'est-ce qui est attendu de façon générique d'un leader de cercle? Quatrième chose importante, c'est de rendre explicite la notion de hiérarchie. Alors ça, la plupart des entreprises passent à côté de ça. Mais il y a hiérarchie et souvent c'est très confus dans la tête des gens. La hiérarchie existe, alors je me répète parce que j'ai déjà dit 100 fois dans plein de vidéos, la hiérarchie n'existe que, parce que ça a été créé pour ça, n'existe qu'à travers le lien de subordination qui est attaché à un contrat de travail. Donc s'il n'y a pas de contrat de travail dans votre entreprise, vous passez cette étape-là. Mais en général, il y a des contrats de travail. Et donc s'il y a contrat de travail, il y a lien de subordination. Ce n'est pas écrit sur le contrat de travail, mais c'est inscrit noir sur blanc dans le droit du travail. À partir du moment où moi, employé, je signe un contrat de travail, je signe pour un lien de subordination avec mon responsable hiérarchique qui est l'employeur. C'est pas joyeux, mais c'est comme ça. Ça existe. Ça a été mis en place pour faire fonctionner le modèle conventionnel. Ça date de 1911. Sans cette application, sans cet ajout, le modèle de Fayol Taylor et Ford n'aurait pas fonctionné. Donc c'est de là qu'est née la hiérarchie. Si vous utilisez un contrat de travail, eh bien, vous avez ce lien de subordination. Donc il ne s'agit pas de le nier, de faire comme s'il n'existait pas, parce que légalement il existe. C'est comme les statuts juridiques, contrat de travail, c'est légal. On ne peut pas jouer avec ça. C'est la réalité légale. Il est important d'en faire quelque chose. Et nous, notre recommandation, c'est d'appeler un chat un chat. C'est-à-dire pour éviter les effets pervers, effectivement, qui sont inhérents au contrat de travail et au lien de subordination hiérarchique, plutôt que de le nier, c'est de le rendre explicite. Ça existe, donc il faut le rendre explicite. Si vous ne le rendez pas explicite, alors il y a de la confusion et je suis frappé de voir, dans la plupart des entreprises que je traverse, que la notion de hiérarchie est quelque chose de très très flou. Non, la notion de hiérarchie, ça n'est pas flou du tout. C'est uniquement lié au lien de subordination explicite dans les contrats de travail. Mais les gens ne le savent pas. Pour aider à aller vers un processus de responsabilisation, vous comprenez bien qu'il y a une petite difficulté. Comment, si on regarde ça de très loin, comment est-ce qu'on peut prétendre accompagner les personnes dans un processus de responsabilisation qui vise à les rendre de plus en plus responsables, quand dans le même temps ils ont signé un contrat de travail où il est expliqué noir sur blanc qu'ils ne sont pas responsables puisqu'ils ont quelqu'un qui est responsable d'eux, qui est leur responsable hiérarchique. Évidemment, ça crée plein d'effets pervers. Et du coup, si vraiment on veut faire des avancées sérieuses sur le sujet, la première solution, ça serait de passer à autre chose que le contrat de travail, mais peu d'entreprises le font, ça viendra sûrement. En attendant, un contrat de travail constant, c'est de rendre explicite ce lien de subordination. Et du coup, ce qu'on recommande, c'est de différencier, rendre explicite et circonscrire les impacts qui pourraient être négatifs du lien de subordination en créant de façon explicite un rôle de hiérarque ou de responsable hiérarchique. Et ce rôle-là, ne pas le mélanger avec les opérations business, parce que dans les opérations business, c'est là où on veut responsabiliser l'ensemble des collaborateurs. Et donc, du coup, de déporter ce rôle de hiérarque dans un autre cercle, qui serait le cercle d'ailleurs qui contiendrait le rôle de hiérarque et toutes les fonctions qui sont attachées au contrat de travail, donc toutes les fonctions RH. Donc en gros, un gros cercle RH avec toutes ces fonctions-là centrées sur le rôle de hiérarque, donc il y a un rôle de hiérarque et plein d'autres rôles, formation, recrutement, etc., etc. Et puis de l'autre côté, toutes les opérations business. Et grâce
à l'outillage de la CRACI, on peut distinguer finalement deux entreprises, deux business différents. Le business de l'entreprise au sens des activités opérationnelles, qui sont singulières à chacune des entreprises, et d'autre part, un autre business dont elle a besoin parce qu'il y a des êtres humains qui y travaillent, qui est le business de recrutement, d'accompagnement, de paye, de notes de frais, de congés, de machin, d'évaluation de la performance, d'augmentation de salaire, etc. Toutes les fonctions RH. Finalement, voir l'entreprise comme un écosystème centré sur deux business. Tout ça pour avoir cette conversation vraiment intéressante avec les mandataires sociaux, avec les ratifieurs, sur la notion d'hiérarchie. Et la seule façon d'éviter les effets pervers, si on y réfléchit 2 minutes, ce qu'on a fait depuis longtemps, c'est de rendre explicite. On ne peut pas le masquer, on ne peut pas le cacher, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. C'est une erreur. Si on le fait comme si ça n'existait pas, ça va vous rattraper et vous allez avoir un mélange et les gens vont projeter sur les leaders de cercle, les fameux managers, qui sont aussi leurs responsables hiérarchiques. Donc ça ne le ferait pas. Cinquième chose à regarder précisément, c'est quels sont les mécanismes d'autorisation de dépenses et d'autorisation pour signer des contrats. Les autorités pour faire ça sont portées à l'origine par les mandataires sociaux et c'est écrit dans les statuts juridiques. S'il n'y a que les mandataires sociaux qui peuvent dépenser de l'argent ou engager l'entreprise dans des contrats, on est mal barré. Et donc, il y a la plupart du temps des dispositifs plus ou moins explicites dans toute entreprise de systèmes d'autorisation de dépenses et d'autorisation pour contracter qui peuvent passer par des budgets ou d'autres mécanismes. Le budget, ce n'est pas la panacée. Beaucoup d'entreprises utilisent des systèmes budgétaires, mais il y en a d'autres. En tout cas, il faut que le robinet, pour permettre aux gens, aux opérations de dépenser, le robinet soit ouvert à partir du cercle d'ancrage. Ça aussi, la plupart des gens, des entreprises qui ont mis en place la CRACI en do-it-yourself passent à côté. Mais donc, en fait, il n'y a pas de robinet. L'autorité, il faut bien descendre l'autorité. Donc, il faut bien une autorisation de dépenser. Quel que soit le mécanisme derrière, ça peut être un système budgétaire, ça peut être des autorisations, comme j'ai vu certaines fois, moins de 500 €, tout le monde peut dépenser, etc., des escaliers. Ou ça peut être un processus, comme nous on a, où finalement, d'annoncer la couleur, et à partir du moment où il n'y a aucune objection dans un certain délai de temps, mettons 2-3 jours, à ce moment-là, tu es réputé avoir l'autorisation pour dépenser. Bref, peu importe le mécanisme, il est propre et singulier à chaque entreprise, chaque organisation, mais il faut le définir et le rendre explicite. Et ça, c'est la cinquième chose à regarder précisément au niveau du cercle d'ancrage. Dans le même registre, l'élément d'après, c'est les délégations de signature pour les contrats. Il y a toujours dans les entreprises, enfin dès qu'elles ont une certaine taille, des délégations de signature, parce que si c'était les mandataires sociaux qui devaient tout signer, ça fait des listes de parapheurs, et certaines entreprises n'y coupent pas, mais il y a peu de valeur ajoutée. Donc du coup, mettre de la clarté, de rendre explicite les processus de délégation de signature, en conformité avec le légal, parce qu'il y a des documents légaux également qui accompagne cette délégation de signature. Enfin, la dernière chose importante à regarder, c'est la notion d'associé, la notion d'associé constitutionnel. Vous savez, dans la Constitution, j'en ai parlé aussi dans une autre vidéo, dans la Constitution, la CRACI, la version 5.0, là, qui existe depuis l'été 2021, il y a la notion d'associé et les règles du jeu ne sont pas tout à fait les mêmes si vous êtes associé ou pas associé. La notion d'associé, c'est important de le définir. Ce sont des gens qui s'engagent, parce qu'ils en ont les compétences et parce qu'ils en ont l'envie, qui s'engagent à respecter l'ensemble des règles du jeu qui peuvent être un peu difficiles pour d'autres personnes. Ça n'enlève rien au caractère inclusif de la CRACI, donc vous soyez associé ou pas associé, vous pouvez fonctionner dans la CRACI, mais les attendus et les exigences sont plus prononcées pour les personnes dites associées que les non associées. Et donc du coup, ça pose la question de comment on fait pour reconnaître ou coopter quelqu'un comme associé, en tenant compte du fait qu'il ait des compétences. Donc quelles sont les compétences qui sont requises pour devenir associé? Parce que ça, la Constitution ne le dit pas. Nous, on a fonctionné sur des modèles qu'on a définis de façon très pragmatique, empirique, et qu'on est ravis de partager. Quelles sont les compétences requises, notamment, première compétence qui me vient à l'esprit, et il y en a d'autres, je crois qu'on en a listé une dizaine ou une douzaine, la capacité d'un individu à prendre l'énergie de la responsabilité. Ce qui est facile à comprendre, parce que s'il n'est pas encore en capacité de prendre l'énergie de la responsabilité, si vous l'affectez à un rôle et qu'il ne prend pas l'énergie de la responsabilité du rôle, évidemment, il y a un hiatus, et évidemment, il est en train de... C'est la réalité. Signifie qu'il y a quelqu'un qui doit l'aider, on appellerait ça un manager, qui doit l'aider là-dessus, le leader de cercle, parce que la personne n'est pas encore en capacité d'assumer toutes les responsabilités de ce rôle-là. Il faut bien que quelqu'un l'aide, sinon ça serait non-assistance à organisation en danger. Voilà, ça c'est probablement un des critères pour moi le plus important qui vient qualifier, donc c'est très factuel, hein. Je ne vais pas rentrer en détail là-dessus, mais c'est très factuel. Donc ça c'est le premier critère, il faut que la personne ait les compétences pour, et notamment cette compétence de self-management, de prendre l'énergie de la responsabilité. Puis la deuxième condition, c'est qu'il ait envie. Quelqu'un qui n'a pas envie d'être associé, c'est même pas la peine d'y penser. Donc il y a un processus sur lequel il faut mettre de la clarté, à la fois au départ, processus initial, pour lister au lancement de la CRACI la liste des associés, parce qu'on va leur demander d'accepter formellement les termes de la Constitution, comme pour les ratifieurs. Et puis, bien sûr, ce processus dans la durée, parce qu'il va y avoir des nouveaux qui vont arriver. Il y a aussi des personnes qui existent déjà dans l'entreprise au moment du lancement, qui sont dans l'entreprise au moment du lancement, et qui pour autant ne sont pas associés au départ, soit parce qu'ils ne veulent pas, soit parce qu'elles n'ont pas les compétences, mais qui ont été mises en mouvement et alléchées
par le fait de devenir associés plus tard et qui ont une visibilité extrêmement claire sur les compétences attendues, qui vont progresser sur ces compétences et à un moment donné vont souhaiter devenir associés, ont les compétences requises pour le faire, donc il va bien falloir un processus pour pouvoir officialiser ça. Voilà, ça c'est le dernier élément. Voilà donc les 7 sujets principaux. Il y a peut-être d'autres choses, mais les 7 principaux sujets à voir du cercle d'ancrage, de l'encodage du cercle d'ancrage. Voilà, on vient juste donc de terminer une description rapide des 7 choses principales à regarder, 7 sujets principaux à traiter durant la phase d'ancrage. Lors d'une prochaine vidéo, nous irons sur l'encodage du cercle général.